Coucou à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Time of Empire, le prochain jeu de chez Pearl Game. Avant de démarrer, c'est une boîte qui a été donnée par l'éditeur suite à ma demande expressivement expressée, dans le sens où vraiment j'étais très chaud pour tester le jeu, donc j'ai eu la chance de pouvoir croiser Pearl Game à SN et ils m'ont remis une boîte. Donc voilà, c'est une copie presse, oui, mais parce que j'ai lourdement insisté, avec le sourire, parce que je suis un mec bien élevé quand même. Donc voilà, donc Time of Empire, c'est un jeu de civilisation, donc vous allez devoir vous développer technologiquement, militairement, grandir un petit peu en termes de population et péter la gueule aux voisins dans la joie et la bonne humeur. La vraie spécificité du jeu, c'est ça. Ouais, ça fait flipper hein, les sabliers. Parce que comme l'indique le nom du jeu, c'est un jeu en temps réel, dans le sens où vous allez jouer 3 manches de 9 minutes, et pendant vos 9 minutes, vous allez pouvoir activer vos sabliers, qui seront aussi vos ouvriers en quelque sorte, et vous allez pouvoir déclencher vos actions et les récupérer dès que le temps sera écoulé. Pour ceux qui ont joué à Kitchen Rush, le système est un petit peu identique. Alors vous ne ferez pas du tout la même chose évidemment, parce que vous ne faites pas à bouffer, mais vous allez donc du coup gérer vos ouvriers en forme de sablier. Pour le coup, et c'est assez rare, je vais devoir vous expliquer un petit peu les règles du jeu, parce que je ne pense pas qu'au moment où je sortirai la vidéo, il y a déjà une vidéo règle sur le sujet. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu le principe, les principes généraux pour que vous puissiez un peu suivre la vidéo. Mais 1, ça ne vous dispense pas de voir une vidéo règle, et 2, ça ne vous dispense pas non plus de lire les règles quand elles seront disponibles. Vraiment, lisez les règles, c'est bien, je vous jure. Et puis en plus, si j'ai dit des conneries, vous le saurez. Donc voilà, donc comment ça fonctionne? Globalement, vous allez avoir votre plateau personnel, où vous allez avoir 3 actions différentes. On va avoir ici et là des actions de production. Dès que vous activez votre sablier, vous prenez autant d'idées ou de briques que le nombre d'icônes visibles. Donc plus vous ferez de bâtiments, plus vous produirez. Au début de la partie, c'est 1. Vous allez également pouvoir ici vous déplacer ou créer des clans. Donc là, sur la première icône, vous allez créer autant de clans que de visibles sur le plateau. Et de ce côté-là, vous allez pouvoir vous déplacer d'autant de cases que d'icônes visibles. Toujours le même principe. Pour ce qui est des érudits sur votre plateau, vous n'avez pas d'action de base pour les créer. Bon, sauf des cartes, mais globalement, pas d'action de base. Mais je vous ai dit que vous jouez en temps limité. Et en fait, il y aura une bande son qui servira un petit peu de timer. Et aux minutes 3 et 6, vous allez entendre des cris de bébé. Ouais, c'est un peu flippant dit comme ça, je sais. Mais globalement, vous allez faire naître vos érudits. Et vous allez en faire naître autant que de visibles sur votre plateau. Vous avez compris le principe. Donc voilà, ça c'est pour la structure de votre plateau globalement. Et à côté de ça, on va avoir 2 plateaux annexes et un divisé en 2. On va avoir ici et là des plateaux pour la pioche. Donc vous mettez votre sablier, vous piochez une carte de votre choix. Sachant que sur les 4 piles, il n'y a pas forcément une pile qui est liée à un type de bâtiment. C'est-à-dire que tous les bâtiments sont mélangés, il y en a 24, et séparés en tas de 6 aléatoirement. Par contre, vous savez quel type de bâtiment ça va être. Par exemple, ici, ce sera un bâtiment culturel, ici un bâtiment de construction, de production de construction, et vous ne savez pas exactement ce que fait le bâtiment. Évidemment, plus vous jouez au jeu, plus vous saurez ce que vous pouvez trouver selon les âges dans le bâtiment. Normal. Donc voilà, ici, le plateau des merveilles, vous allez pouvoir venir mettre des érudits. Alors c'est important parce qu'effectivement sur les 2 plateaux, donc merveille et leader, on ne peut mettre que des érudits. Donc ce qui veut dire que sauf cas particulier, vous ne les poserez pas avant la minute 3. Vous mettez votre sablier comme une grande personne et vous posez votre érudit. Sur les merveilles, vous allez marcher par système de majorité. Et c'est valable aussi pour les leaders d'ailleurs. Donc celui qui aura le plus de jetons sur la merveille marquera 2 points par condition remplie, contre 1 pour les autres joueurs. Par exemple, en l'état actuel, c'est vous marquez 1 point ou 2 par bâtiment sur votre plateau. Vous avez mis sur la table, dans une limite de 10 points. À l'âge 2, on verra la seconde carte, et pareil à l'âge 3. A noter que, à l'âge 3, par exemple, les 3 scorings seront actifs. Donc il faudra forcément se démultiplier un petit peu, aller à droite à gauche pour récupérer le plus de points possible. Ça c'est pour les merveilles. Et à l'opposé, on va avoir ici les leaders. Alors les leaders, quand vous mettez votre sablier, vous posez votre érudit sur la case concernée, vous faites l'action bonus qui lui est associée. A noter que pour chaque leader, vous avez 2 actions différentes, et 3 leaders de chaque si je ne dis pas de bêtises. Et à la fin de la manche, on attribuera les leaders aux joueurs qui sont majoritaires sur à chaque fois le leader concerné. C'est des pouvoirs passifs, ou actifs d'ailleurs, qui vous serviront pour les manches d'après. En cas d'égalité, c'est toujours le joueur le plus bas, donc à savoir le premier qui a mis son jeton, qui sera majoritaire. Voilà un petit peu les plateaux. Donc globalement, vous avez votre plateau personnel pour vous développer, produire et avancer un petit peu. Et vous avez des zones de jeu concurrentielles avec les adversaires, dans le sens où c'est des majorités. Donc il faudra un petit peu surveiller ce qui se passe. Voilà pour la vue très générale de comment se passe un tour de jeu, enfin comment se passe la partie.
Alors, maintenant vous le savez, on aime bien toujours développer des points négatifs du jeu avant de passer un petit peu au point cool. Et bien là, ça va être vraiment, vraiment rapide, vu que je considère que le jeu est une masterclass de la part de Pearl Game, dans le sens où, pour moi, tout fonctionne parfaitement. Allez, on chipote un peu. Globalement, si les sabliers, si vous appuyez un peu trop fort dessus et vous les relevez, ils font ventouse. Et bah du coup, en temps réel, ça fait chier parce que ton plateau saute, t'as pas le temps de le remettre, c'est un peu bagarre. Voilà, ça fait un petit peu chier. Et à 4 joueurs, les bras se croisent un peu, c'est un peu le foutoir. Donc vraiment, moi, c'est vraiment la config que j'aime le moins. Là, je préfère y jouer à 2, 3 aussi. 4, c'est un peu foutrarque. Et à part si tout le monde connaît bien le jeu, c'est un peu le bordel. Voilà. Je trouve que les points négatifs ont été pour une fois assez rapides. Et il va être temps d'attaquer le bon côté de la chose. Bon, vous avez dit que c'était rapide les points négatifs. Donc, côté positif, qu'est-ce qui se passe? À titre perso, je déteste l'analysis paralysis. C'est-à-dire que c'est un truc qui me sort complètement du jeu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, globalement, c'est les gens qui vont mettre 3 plombes à réfléchir pour jouer un coup. Une fois de temps en temps, c'est ok. Quand c'est à chaque tour, c'est pénible. Et on en a tous un ou deux spécialistes dans le contact. Et bien là, vous jouez 3 manches de 9 minutes, il n'y a pas le temps. Donc s'il joue lentement, son problème. Voilà, ça ne vous impacte pas vous. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez également devoir réussir à gérer votre jeu et garder une sorte de calme, un peu de sang-froid absolu, parce que 30 secondes, c'est à la fois extrêmement rapide quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais à l'inverse, c'est extrêmement court quand vous savez où vous allez. Et donc vraiment, il va falloir réussir un petit peu à gérer ce temps-là, à minimiser la perte d'énergie en quelque sorte quand vous jouez, pour toujours avoir les bons moments, aller au bon endroit, ne pas laisser de sablier perdre un petit peu son temps. Donc voilà, ça c'est une gestion du temps qui est assez particulière et qui est complètement nouvelle, à part effectivement sur Kitchen Rush, on en a déjà parlé au début, parce que voilà, ça c'est très particulier, moi j'aime beaucoup, vu que je joue relativement vite de manière générale, je suis complètement dans ma zone de confort, donc c'est un jeu où je perds pas vraiment souvent, voire j'en ai peut-être perdu une contre Thomas, salopard. Une action que j'ai pas expliquée, en plus je suis vraiment un boulet, c'est ça, c'est le cœur du jeu, c'est les cartes. Quand vous jouez des cartes, dans le bon sens, c'est même mieux, vous avez toujours 2 coups. Le coup pour la développer en termes d'idées et le coup pour faire le bâtiment. Donc ça, pareil, ça implique aussi de pouvoir poser les bâtiments où il faut avoir des cases sur le plateau où on est présent, parce que du coup, chaque case a 2 emplacements. Si vous n'avez pas de gens sur le plateau pour les poser, votre bâtiment sera construit mais sera mis un peu en attente et vous le poserez quand vous pourrez le poser. Ça n'a pas d'incidence directe, sauf avec parfois quelques scorings un petit peu différents. Donc voilà, à noter, et ça pour moi c'est excessivement important, d'autant plus sur un jeu en temps réel, c'est que l'iconographie est impeccable. Ce qui veut dire que tu ne te poses jamais la question de comment je fais mon action, de qu'est-ce que c'est exactement ça. En même temps, sur un temps aussi court, tu n'as pas envie de te demander comment tu joues l'action. Tu veux savoir laquelle tu vas faire, mais tu ne veux pas savoir comment tu vas la faire. Donc voilà, ça c'est vraiment très chouette. Peut-être un petit bémol aussi côté déplacement, où effectivement en temps réel on n'a pas toujours le temps de se dire ah putain ça marche comme ça, parce qu'en fait quand vous vous déplacez, donc déjà c'est limité à 2 bonhommes sur la même case, et 4 dans la capitale. Et quand vous vous déplacez de une case. Donc ça, c'est un déplacement. Par contre, je pourrais tout à fait faire, si jamais j'avais 2 déplacements, faire 1 et 2. Et ça, forcément, en temps réel, parfois on l'oublie un petit peu. C'est un peu bagarre. Donc voilà. À noter aussi que quand vous croisez un ennemi quand vous vous déplacez, c'est une soustraction. Vous venez à 2, il est seul, il reste qu'un personnage à vous sur la case. Donc c'est assez facile à gérer. Et parfois, c'est utile d'aller se suicider parce qu'en fait, vous allez vouloir, par exemple des érudits, on arrive à l'approche de la minute 3, la minute 6. En termes d'équilibrage, j'en ai fait une dizaine pour l'instant des parties, donc c'est vraiment mon jeu le plus joué depuis SN. Ils ont pris un pari que j'aime bien, qui est de tout équilibrer par le haut. En gros, tout est fort. C'est-à-dire que toutes les cartes sont fortes, tous les leaders sont forts. Quand tu vois, tu fais, lui il est fort, et lui il est fort aussi. Et voilà, c'est vraiment un choix, et moi ça me convient. Tu as l'impression une vraie montée en puissance, quelle que soit la carte que tu récupères, et ça c'est très agréable en termes de feeling. Donc voilà, ça c'est un point important. Les scorings de merveille ne sont pas négligeables, mais ne sont pas non plus prépondérants, dans le sens où vous allez faire maximum 10 points sur une carte, et encore 10 points, vous êtes un petit peu employé. À côté de ça, voilà. Donc il y en a 3, ça fait des points, mais tu peux louper le coche sur une merveille, ça se fait aussi. Donc c'est pareil, tu peux vraiment choisir un peu tes combats, là où tu vas te commit, et ça c'est important. En termes de combat, généralement dans les 4X, les combats sont assez punitifs. Vous avez vu que le X de combat c'est pour exterminate, ce qui n'est pas d'ailleurs très gentil. Là, quand vous arrivez sur une case où il y a un adversaire, vous faites la soustraction, s'il reste personne, il reste personne. Donc voilà, ce qui veut dire que même si vous êtes un joueur extrêmement agressif, sur un 4X, ça se ressent et ça se paye vraiment cher pour les adversaires, voire pour vous parfois. Là, en gros, tu vas agresser l'adversaire, tu vas prendre des points, mais lui ne sera pas désavantagé. Un petit peu, évidemment, vu que sinon ça n'a pas d'intérêt, mais globalement, ça reste largement acceptable. En termes de diversité, on l'a dit, beaucoup de leaders différents, pas mal de merveilles aussi.
Chaque carte action a 2 côtés ici pour le leader. Donc vraiment, on est assez large et il y a 24 cartes techno par âge, donc H1, H2, H3. Donc pareil, là aussi, grosse rejouabilité. Vous pouvez tout à fait décider sur une partie de jouer full culture avec les bleus ou full production et ainsi de suite. Ça marche assez bien. Moi, je sais qu'avec un peu de pratique, j'arrive quasiment à poser 3 types de bâtiments en entier pendant la partie. Alors, je dis ça à la 10e. Hein. D'ailleurs, astuce, quand vous commencerez le jeu, si vous ne savez pas quoi faire à un moment donné, parce que votre cerveau surchauffe, parce que vous ne savez pas où aller, machin et tout, ne paniquez pas, lancez juste une prod de chaque, et vous avez 30 secondes pour réfléchir. Et vraiment, en termes de gameplay, je trouve ça assez fou dans le sens où on ne te demande pas de toujours jouer le meilleur coup à l'instant T, ce qui est vraiment contre-instinctif sur un Eurogame, enfin sur un jeu expert même. Là, ce qu'il faut, c'est jouer un coup efficace, même si ce n'est pas le meilleur. Parce que si vous le jouez au bon moment, ou même si vous le jouez dans les délais impartis, et que vous ne perdez pas de temps, l'action est forcément à plus de valeur qu'une action que vous aurez mis 2 minutes à réfléchir, à trouver, avant de la faire. Donc vraiment, voilà, avoir un plan de jeu. Et ça, c'est assez pratique. Il y a 3 jetons ici, qui serviront à la manche 1, 2 et 3, comme c'est marqué dessus. Vous les posez sur un de vos bâtiments. Un à la manche 1, un à la manche 2, un à la manche 3. Et ils rapporteront autant de points, donc 1 au début de la partie, par bâtiment construit à chaque manche. Ce qui veut dire qu'au moins, quand vous fixez ça au début de la partie, vous avez, même si vous ne connaissez pas le jeu, une direction. En gros, tu poses ça ici, mais tu dis, ok, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais globalement, je vais essayer de construire des bâtiments marrons, parce que j'ai mis ça. Est-ce que c'est plus fort, est-ce que c'est moins fort? Vous ne le savez pas tout de suite, mais au moins vous avez un plan de jeu en disant, voilà, bah, je sais qu'il faut que je pioche ici parce qu'il y en a une. Donc il va falloir attendre que d'autres joueurs piochent pour pouvoir en récupérer, et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut vraiment surveiller ce que font les autres, ce qui en temps réel n'est pas toujours évident. À titre perso, c'est un énorme oui, parce que j'ai adoré le jeu, j'aime ce côté temps réel, j'aime ce côté ça va vite, il faut faire des choix, et parfois il faut trancher dans le vide, dans le sens où on n'a pas forcément le temps de faire le meilleur choix tout le temps, ou ce qu'on veut faire n'est pas forcément disponible, et bah tant pis, on change ses plans, on s'adapte, et ça c'est vraiment très nerveux, moi j'aime beaucoup. À noter aussi qu'à la fin de la partie, vous êtes mentalement épuisé, parce que jouer 27 minutes pour de vrai, donc à savoir pied au plancher, ça n'arrive pas souvent. Il y a assez peu d'Eurogames où à la fin, genre on prend la Crimosa par exemple qui est un peu le buzz du moment que je joue aussi beaucoup, sur une partie qui va durer 1 heure, j'aurais peut-être réfléchi, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure grand max. Là c'est 27 minutes d'effort intellectuel intensif, donc c'est très particulier, mais moi ça me plaît. D'ailleurs, une fois on a fait 2 parties de suite, entre les 2 parties, tu vas prendre un café, tu fais une pause, tu bois un coup, tant que tout le monde doit être un petit peu en pression, parce que vraiment à la fin tu as un peu la veine qui est là, genre, tu es proche de l'AVC là. Donc voilà, ça c'est assez rigolo, parce que évidemment on est sur un jeu en temps réel, que le jeu va être excessivement clivant, dans le sens où si vous ne supportez pas ce côté-là, ça ne marchera pas. Il est tombé. Ça ne marchera pas, parce que il faut supporter ça, il faut supporter d'être un petit peu sous pression. Et je sais que moi il y a des joueurs qui ont complètement, milieu de manche 3, ils implosent, en mode ils ont fait trop d'efforts déjà, ils n'y arrivent plus, ils lâchent complètement la partie. Ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas un défaut du jeu, c'est une inadéquation. Là, pour le coup, on parle vraiment de cible, dans le sens où le jeu est fait ou pas pour vous. À titre perso, c'est pixel dans ce que j'aime, donc ça me va. Moi, j'ai même l'impression que, en termes de timing, on est large. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, apparemment. Mais voilà. Donc ça, c'est assez important. À côté de ça, et c'est pour ça aussi que moi, je vous parle du jeu, et que j'ai envie que ça fonctionne, parce que c'est un jeu avec une énorme prise de risque. On est sur un jeu expert à 70 €. Le prix est ce qu'il est, le matos pour le coup est assez foisonnant, de bonne qualité, les cartes sont d'une qualité top, il y a des... Voilà, pour moi le prix est justifié, mais c'est un ressenti personnel. Et surtout, l'éditeur a pris des risques. Dans le sens où on est sur un jeu en temps réel, qui va être excessivement clivant, un jeu expert en plus, donc sur un familial souvent c'est peut-être moins dérangeant, là on est sur des joueurs qui aiment bien prendre leur temps, de réfléchir, de machin, donc vraiment la prise de risque est monstrueuse, et j'ai envie que ça fonctionne, parce que je veux encourager ce genre de choses. Dans le sens où j'en ai marre des jeux un petit peu au tiède, où oui, ça marche, oui, ça me laisse indifférent. Voilà. Genre, prenons un exemple de Woodcraft, par exemple, le jeu marche bien. J'en ai fait 4-5, et j'y rejouerai, je pense, plus jamais dans ma vie. Parce que c'est un parmi X, ça n'invente rien, même si la roue est cool, mais j'ai pas forcément envie de me dire, putain, tiens, je veux jouer à ça. Pour le coup, Time of Empire, c'est un jeu que je peux sortir parce que j'ai envie de jouer à ça, à cette mécanique-là, de cette façon-là. Voilà. Alors, rien à voir, mais genre, c'est un peu comme Turing Machine. Je suis pas client, parce que vraiment, la déduction et moi, on n'est pas copains, on s'est séparés il y a très longtemps, mais tu as envie que ça fonctionne, parce qu'il y a une vraie prise de risque de l'éditeur, parce que déjà, il y a respect pour le taf fourni par d'auteur, parce que c'est monstrueux, et voilà, et j'ai envie d'encourager ce genre
de pratique dans le sens où, vas-y, on sort un peu des classiques et on tente des choses et on innove et voilà. Ça m'emmerderait que ça se plante et que les éditeurs se disent, bah, du coup, on évite de prendre des risques, on joue dans le traditionnel et voilà. Donc du coup, ouais, moi, gros coup de cœur pour Time of Empire. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Si vous n'aimez pas le temps réel, ce qui est parfaitement entendable, essayez-le quand même. Alors, il y a un système au tour par tour pour découvrir un peu les actions, machin et tout. D'ailleurs, les règles vous disent dans l'appli de jouer une manche au tour par tour pour voir ça. À titre perso, je l'ai vécu un petit peu comme avoir une Lamborghini en ville où on dit tu roules à 20. Tu sais, t'es un peu déçu, t'es un peu triste, t'en as vraiment sous le capot, t'as envie de lâcher les chevaux pour de vrai, on te dit non, pas du tout. Donc voilà, donc faites-le pour découvrir les actions, mais très vite passez au jeu, entre guillemets au vrai jeu, celui qui est en temps réel. À noter en termes de trucs rigolos, ça, vos sabliers ont des petits chapeaux qui se dégagent. À quoi ça sert? Eh ben, à pas grand chose, si ce n'est que, et on le sait, avoir des sabliers parfaitement identiques pour tous les joueurs, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Il y a toujours plus ou moins 10% sur un timer. Et si jamais vous vous sentez floué par un adversaire qui a des sabliers plus rapides, il a des sabliers Ferrari et vous Fiat, par exemple, eh ben, pas de souci. À la manche d'après, vous virez vos petits chapeaux, vous échangez vos sabliers, et c'est parti. Si vous perdez encore, c'était peut-être que c'était pas ça la raison. Voilà. Donc je pense avoir fait un petit peu de tour de Time of Empire. Pour résumer, c'est très 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 bien. Pour moi, il y a vraiment ce côté tout est clean. L'iconographie est clean, le matos est impec. Voilà, j'ai pas grand chose à redire sur le projet. Donc je vous invite très fortement à l'essayer, si ce n'est à l'acheter. Et pour ça, petit lien en bas dans la boutique, dans le descriptif pour Golden Meeple, où le jeu est en préco déjà, je crois. Parce que le jeu sortira fin novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Donc j'espère que le résumé vous a plu, que vous allez au moins lui laisser une chance. Et si, comme moi, vous êtes fan des parties rapides et un peu nerveuses, on est complètement dans la cible. Donc je vous fais des bisous, portez-vous bien et puis à très vite.